Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle session de l'Académie InVivox. Nous avons le plaisir, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Yann Bubien, qui est le directeur général du CHU de Bordeaux, mais qui a été également directeur du CHU d'Angers et aussi le directeur de cabinet adjoint de 3 ministres de la Santé. On va donner 2-3 minutes pour accueillir les derniers participants, les derniers retardataires, avant de se lancer. J'aurai le plaisir de poser, d'interviewer M. Yann Bubien sur l'expérience du CHU, quelles sont les grandes leçons à retenir de cette crise et également quels sont les grands enjeux à venir. Comme toujours sur l'Académie InVivox, vous aurez la possibilité, à l'issue de cette interview, de poser vos questions directement à Yann Bubien. Pour ce faire, rien de plus simple, vous avez l'icône QR, les 2 petites bulles de BD. Tout au long de l'intervention de M. Bubien, vous pouvez poser des questions et je viendrai piocher vos questions et je les poserai directement à Yann Bubien. Encore une petite minute, j'en profite pour vous annoncer les 2 académies à venir, des semaines à venir. Donc, la semaine prochaine, on a le plaisir d'accueillir Patine qui va nous parler justement de webinaire et de la manière de 2020. Et donc, on a appris quelques petites choses que Marion aura le plaisir justement de partager avec vous. Donc, voilà, les 12 and don'ts de la gestion de webinaire. On recevra ensuite Antoine Vidal. Moi, je vous ai perdu, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, mais il n'y a plus personne. Effectivement. Bonjour à tous, je pense que Julien a perdu sa connexion. Ah, voilà. On va attendre 1 minute, mais sinon, il était en train de présenter les prochains talks. Donc, en effet, la semaine prochaine, je parlerai des erreurs à éviter pour les webinars. Pour la partie capsule, en fait, on va aussi présenter avec Antoine Vidal la capsule produit pour la formation à distance des médecins. Et ensuite, le cas clinique interactif sera présenté par l'un des fondateurs d'InVivox parce qu'on a repensé complètement le cas clinique. Donc, le mois de mai sera sous le thème du contenu chez la InVivox Academy. Et je repasse le micro à Julien. Merci infiniment Marion d'avoir comblé cette interruption momentanée. Je vous propose de démarrer cette interview par un premier sondage qui nous est proposé par l'équipe de Yann Bubien. J'ouvre le vote, vous connaissez le principe. Première question sur votre opinion du CHU de Bordeaux et de son rôle dans la gestion de la crise sanitaire. Donc, vous pouvez voter en ligne, on se donne quelques secondes. Voilà, on se donne encore 5 secondes et puis je clôt le sondage. Hop, je partage les résultats avec vous. Monsieur Bubien, si vous souhaitez commenter les résultats du sondage avant de passer à l'interview. Bon, non, je vois que c'est plutôt positif, donc ça va, c'est bon signe. Monsieur Bubien, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur l'Académie InVivox. Merci à vous. Je vous propose de passer à la première question de cette académie. Et notamment, on va parler des différentes phases de l'épidémie. Quelles ont été ces phases et comment, justement, le CHU de Bordeaux s'y est adapté? Oui, bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité pour ce webinaire InVivox Academy. C'est l'occasion effectivement de parler après 1 an et plus d'1 an même, parce qu'en fait, si on reprend l'historique, on voit que cette épidémie de Covid-19 est apparue. Alors à l'époque, on ne savait pas encore très bien ce que c'était, évidemment. Mais nous, à Bordeaux, au CHU de Bordeaux, on a eu le premier patient
Covid-19 français en France. Et c'était le 24 janvier 2020. Je me rappelle très bien, j'étais arrivé comme directeur général du CHU d'Angers en octobre 2019 et 3-4 mois plus tard, j'ai le premier cas qui arrive au CHU de Bordeaux, premier CHU de Bordeaux qui est le premier à accueillir un patient bordelais, un patient qui avait fait un séjour à Wuhan et qui est diagnostiqué Covid-19. Alors évidemment, à Bordeaux, au CHU, ça fait boum, le premier patient français le 24 janvier 2020. Et c'est le début, c'est la première phase, cette phase d'alerte, c'est la première phase de ce que nous vivons depuis maintenant 16 mois dans toute la France et dans le monde entier. Donc, première phrase, celle-là, avec déjà en plus le CHU de Bordeaux qui est particulièrement concerné, non seulement par le premier patient, mais également par le fait qu'on a un service d'infectiologie de maladies infectieuses qui est très fort, très puissant au CHU de Bordeaux, avec notamment parmi ces médecins et professeurs, le professeur Denis Malvy, qui a très vite fait partie du conseil scientifique qui a été mis en place par le gouvernement à l'époque. Voilà, donc première phase, alerte, le 24 janvier. Tout de suite, évidemment, je vais voir avec le maire de Bordeaux, on va voir ce premier patient qui, à l'époque, était en maladie infectieuse et qui était dans une chambre très isolée. On ne connaissait pas du tout la maladie, avec un sas, avec un air à pression négative. Et donc, c'était très particulier et on va le voir. D'ailleurs, je me souviens, il me faisait coucou depuis sa chambre. Voilà, il avait l'air d'aller plutôt bien. Et puis, il est resté 3 semaines au CHU de Bordeaux sous haute surveillance. Deuxième phase, c'est pour tout le monde le confinement du 17 mars au 11 mai 2020. Alors là, on s'est organisé dans tous les établissements de santé du monde entier, et en France et à Bordeaux, au CHU, à partir du mois de février, on avait déjà mis en place une cellule de crise le matin qui fonctionnait quasiment tous les jours. Et d'ailleurs, le Premier ministre de l'époque, avec Édouard Philippe, avec Olivier Véran, était venu en cellule de crise à Bordeaux le 1er mars 2020 pour discuter avec l'ensemble de la communauté hospitalière du CHU. Alors, cellule de crise qu'on a mis en place, présidée par le directeur général et par le président de la commission médicale d'établissement. Et puis, on a dans cette cellule de crise tous les chefs de service principaux qui sont présents, qui sont concernés par la crise. Et c'est vrai que depuis, on n'a jamais arrêté ces cellules de crise. On en a fait une tous les jours, on en a fait 4 par semaine, on en a fait parfois 2 ou 3 par semaine, comme c'est le cas aujourd'hui, mais on ne les a plus jamais arrêtés, y compris pendant la période estivale de l'année 2020. Donc, une cellule de crise qui est mise en place. Tous les matins, on regarde la situation qu'encore une fois, on connaît très mal. Le confinement arrive, tous les services sont réorganisés au CHU de Bordeaux. D'abord, on déprogramme beaucoup, puisque à l'époque, il y a une consigne ministérielle nationale de déprogrammer. Donc, il y a beaucoup de services qui arrêtent leur activité principale, à part évidemment les urgences et tout ce qui est cancérologie, oncologie, évidemment tout ce qui est gynéco-obstétrique, tout ce qui est greffe, qui continue, mais on déprogramme beaucoup. Ce qui aura évidemment des conséquences à plus long terme, comme on le sait. Donc, on déprogramme, mais on se réorganise. On renforce les services qui sont les principaux concernés. Évidemment, les maladies infectieuses, évidemment, la gériatrie, évidemment, tous les services de réanimation, réanimation médicale, réanimation chirurgicale. Tout le monde est concerné. On ouvre des lits de réanimation au CHU de Bordeaux. On organise des scénarios avec les réanimateurs, des scénarios qui nous permettent d'anticiper les différentes phases et dont on se sert encore aujourd'hui avec une montée en charge progressive en fonction de l'arrivée des patients.
patients avec des filières dédiées. On a des filières Covid, on a des filières non Covid. On essaye de ne pas mélanger les patients lorsqu'ils arrivent au CHU. Et c'est la même chose en réanimation. On essaye d'avoir des unités de réanimation Covid pour ne pas mélanger les patients. Voilà. Dans les nouveautés, donc en quelques jours, on réussit à se réorganiser totalement au CHU, comme dans la plupart des hôpitaux publics français. Ça montre la grande réactivité, l'adaptabilité, l'efficacité des hôpitaux publics français qui, en quelques jours, ont réussi à se réorganiser. On crée et on multiplie évidemment tout ce qui est télémédecine, téléconsultation. Jusqu'à présent, c'était extrêmement difficile à faire évoluer. Et en quelques jours, on voit que tout le monde s'y met, qu'on réussit à faire des webinaires, qu'on réussit à faire des réunions que jusqu'à présent, on avait du mal à organiser en non présentiel. On réussit à multiplier par 100, par 200 le nombre de consultations, de téléconsultations, de téléexpertise, de télémédecine au CHU. On voit que ça prend une ampleur considérable en quelques jours. Voilà. Et en même temps, on est confronté à quelque chose de très paradoxal, c'est que comme il y a un confinement et qu'il y a des déprogrammations, on se retrouve avec tout à coup une chute d'activité globale. Par exemple, le service d'urgence adulte voit son activité diminuer de 60% au CHU de Bordeaux, comme dans la plupart des services d'urgence. On voit que l'activité a baissé énormément partout. Et puis, comme il y a le confinement, et puis qu'il y a le port de masque, et qu'on se lave mieux les mains, et qu'on ne se fait pas la bise, et qu'on ne se serre pas la main, eh bien, on voit aussi que beaucoup de maladies n'arrivent plus, et on le verra. Hein, on a eu cette année, on n'a pas eu ou très peu de bronchiolite, de grippe, de gastro. On voit qu'il y a un changement, et puis avec le confinement, évidemment, il y a moins d'accidents de la vie de tous les jours. Par contre, on le verra également, on a eu davantage de problèmes psychologiques, psychiatriques. On a eu des problèmes de violence intrafamiliale et donc des sujets très graves qu'il a fallu traiter avec notamment la psychiatrie, la pédopsychiatrie. On en reparlera plus tard. Et puis, à Bordeaux, on a eu la chance, à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine, d'avoir été moins touchés pendant toute l'épidémie que les autres régions. Et du coup, on avait davantage de place et en plus, on s'était extrêmement bien organisé pour ouvrir des lits, ce qui fait que le CHU de Bordeaux, là aussi, a fait œuvre de solidarité, de générosité. On a été les premiers à recevoir des patients qui venaient d'autres régions. Alors, les premiers qui sont arrivés, ils venaient du Grand Est, ils venaient d'Alsace et ce sont des patients qui sont arrivés par avion militaire. On a eu d'abord 2 avions militaires qui nous ont amené des patients qui étaient endormis, évidemment, qui relevaient de la réanimation et qui en coma artificiel et qui arrivaient chez nous. Alors, c'est toute une organisation parce que ce sont nos services, nos professionnels du SAMU qui organisent ces déplacements. On a eu d'abord 2 avions militaires, puis un premier TGV médicalisé avec 24 patients dans le TGV médicalisé qui, là, venaient aussi du Grand Est, puis de la région parisienne. Et donc, on a eu beaucoup de patients tout au long de l'année qui venaient par Evassan. D'abord avion militaire, ensuite TGV, et maintenant uniquement par avion, petits avions qui ne peuvent prendre que 2 patients, et à chaque fois avec une organisation particulière. Là aussi, il a fallu s'adapter, et je dois dire que nos services des SAMU, des urgences de réanimation ont été particulièrement efficaces. Ça a extrêmement bien marché, bien sûr avec d'autres services, hein, les pompiers, la protection civile, on a extrêmement bien travaillé ensemble. À Bordeaux, en plus, on a su s'organiser ensemble sur le territoire. Dès le début de la crise, et comme on a vu le premier patient, j'avais réuni toutes les cliniques privées et tous les établissements de santé, ainsi que les libéraux, pour qu'on réussisse à travailler ensemble au cas où la situation allait prendre de l'ampleur. Et je dois dire que ça a été assez efficace et qu'avec les autres établissements de santé, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, et ça a très bien marché. Et aujourd'hui encore, ça fonctionne très bien dans la répartition des différentes réanimations entre nos établissements. Et je dois le signaler. Et puis, on a envoyé des personnels, on a envoyé des médecins, des étudiants, des internes, des infirmiers
qui sont partis dans les autres régions pour aider les services qui en avaient le plus besoin, et notamment les services de réanimation, en région parisienne notamment, ou en Guyane. C'est nous aussi qui avons envoyé toute une équipe en Guyane pour aider la population guyanaise face à cette épidémie. Voilà la phase 2, cette première vague qui a troublé tout le monde, qui a été très difficile à appréhender, où tout le monde s'est engagé avec une volonté très très forte des étudiants en santé, que je veux remercier, de tous les étudiants en santé, les internes, les externes, bien sûr, en médecine, en pharmacie, odonto, sage-femme, mais également les élèves infirmiers, OUYAD, qui nous ont énormément aidés tout au long. Et puis, on a été très inventifs. On a réussi à créer des plateformes de conseil, des plateformes d'écoute, des numéros utiles, des liens aussi entre la ville et l'hôpital avec nos plateformes qui ont extrêmement bien fonctionné. La phase 3, c'est la période du déconfinement, la période estivale qu'on a connue, juin, juillet, août, où on a été une période où finalement, tout à coup, l'épidémie avait régressé considérablement, on retrouvait la liberté antérieure, les restaurants ouvrent de nouveau avec les consignes évidemment que l'on connaît. Mais on a maintenu la vigilance au CHU de Bordeaux pendant toute cette période, malgré tout. On a maintenu les cellules de crise pendant l'été. Alors, on n'en faisait plus que 2 par semaine, mais on les maintenait pour voir tous les jours avec notre entrepôt de données. On a un entrepôt de données en santé qui est extrêmement efficace au CHU de Bordeaux avec l'Université de Bordeaux. Et cet entrepôt de données, tous les matins, nous donne les grandes tendances, les tendances au SAMU, aux urgences, sur les tests PCR, etc. Donc, on a tous les jours une étude très précise de ce qui se passe, de manière à pouvoir anticiper les choses. Et notre idée, c'était pendant l'été de ne pas se relâcher sur le sujet, à la fois de reprendre toutes les programmations, tout ce qui avait été déprogrammé, parce qu'il faut absolument éviter que quelque chose, une opération ou un acte qui n'est pas urgent à un moment donné, qui est déprogrammé, il ne devienne pas très urgent quelques semaines ou quelques mois plus tard. Et donc, ce phénomène et ce problème de la perte de chance, il faut le voir. Et donc, on a reprogrammé beaucoup pendant cette période-là pour essayer de rattraper le retard qu'on avait pris avec certains patients et qu'on a réussi à faire. Et puis l'été, ça a été les premières annonces, évidemment, du ministre de la Santé, par exemple, sur la prime Ségur de 500 € et 1 500 € pour tous les personnels de santé. Pendant l'été, voilà, ça a été ce sujet-là, une grande vigilance, le maintien des gestes barrières, le maintien évidemment de tout ce qui était test. On s'était organisé à Bordeaux à grande ampleur, un phénomène de grande ampleur sur les tests PCR, parce qu'on savait que ce serait un des points forts, et notamment de la fin de l'été et de la rentrée, parce qu'il faudrait pouvoir tester toutes les personnes qui revenaient notamment de vacances, qui avaient fait des déplacements, y compris à l'étranger. Et donc, il y avait un grand lien qui se faisait avec le ministère de la Santé, avec l'Agence régionale de santé, sur, évidemment, dépister au maximum et isoler les cas contacts ou les personnes symptomatiques ou bien tests PCR positifs. Donc, ça a été toute une période finalement estivale de reprise d'activité et de grande vigilance qui a été nécessaire puisque, évidemment, quatrième phase, c'est la deuxième vague qu'on voit ressurgir en septembre. Nous, on a un petit à-coup tout début septembre, fin août, début septembre à Bordeaux. Contrairement aux autres régions, on voit que tout à coup, on a une hausse du nombre de tests de PCR et une hausse des hospitalisations qui est arrivée. Ça nous a donné l'alerte et on avait bien raison de ne pas avoir baissé la garde pendant la période estivale. Et donc là, on voit que l'épidémie reprend à partir de fin septembre. On s'organise avec des conférences de presse. J'avais oublié de dire qu'en première période et en tout début d'année, avec le professeur Denis Malvy, dans notre service de maladies infectieuses et qui est au conseil scientifique, on avait organisé un grand colloque ouvert au grand public, une sorte de conférence comme on fait là, pour informer. À l'époque, on ne savait pas grand-chose, le grand public, de cette épidémie, et ça avait été très bien. Et on a continué sur ce modèle-là, avec notamment le journal Sud-Ouest qui nous a accompagnés pendant tout le long. Et c'était très important parce qu'on avait beaucoup d'informations à faire passer. À Bordeaux et en Gironde,
comme en Aquitaine et Nouvelle-Aquitaine Sud-Ouest est un magazine, un journal, un quotidien qui marche extrêmement bien. Et on a réussi à nouer une vraie relation d'information avec des contacts très, très directs. D'ailleurs, on s'est beaucoup ouvert au CHU de Bordeaux. On a accueilli beaucoup d'équipes de journalistes qui voulaient filmer, dont Paris Match, dont toutes les chaînes de télé qui sont venues au CHU de Bordeaux pour voir un peu comment ça fonctionnait. On a joué sur la grande transparence de manière à essayer de contrer au maximum tout ce qui est apparu pendant cette période, qui existait déjà en filigrane, mais qui vraiment s'est multiplié avec les fake news, avec les anti-vaccins, avec tout ce qu'on a pu voir ces derniers mois. Et il nous semblait au CHU de Bordeaux, et c'est ce qu'on voulait faire avec l'ensemble de la communauté médicale, on voulait informer au maximum en donnant les chiffres les plus fiables, et on a vraiment fait œuvre de transparence avec l'ensemble des médias, ce qui était une très bonne chose. Alors, en septembre jusqu'en décembre, c'est la 4e phase avec cette 2e vague. C'est vrai que c'est la période du couvre-feu, c'est la période de nouveau confinement. On retrouve à nouveau des plateaux élevés en hospitalisation. Il faut comprendre qu'à l'hôpital, on s'est organisé partout avec des services d'hospitalisation Covid et puis des services de réanimation Covid. C'est deux choses différentes, mais dont on a besoin évidemment. Avec, je l'ai dit tout à l'heure un petit peu, tout un système de protection pour l'ensemble de nos patients et de nos soignants. Parce que là aussi, on a très vite bien avancé et sur les masques et sur les gestes barrières. On a multiplié les protections pour tout le monde, pour les patients comme pour les professionnels. Et c'était vraiment important. Et puis, on est en phase 5 depuis janvier 2021 avec l'arrivée de la vaccination qui est arrivée beaucoup plus vite que prévu. Parce que là aussi, tout le monde a oublié, mais il y a un an exactement, on parlait de vaccination qui n'arriverait pas avant l'été d'après. Et puis finalement, dès la fin décembre, début janvier, on a trouvé les premiers vaccins, et des vaccins d'ailleurs très performants, avec Pfizer, avec Moderna, avec AstraZeneca. Et donc là, on est rentré dans une phase non seulement de 3e vague, l'arrivée de la vaccination, des variants, ça aussi c'était la nouveauté, des variants qui se sont anglais, variants sud-africains, brésiliens, maintenant indiens. Donc il faut sans arrêt revoir nos protocoles, revoir les choses, s'organiser pour la vaccination. Là aussi, on a au CHU de Bordeaux organisé 3 centres de vaccination, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a trois hôpitaux principaux au CHU, et donc on a 3 centres de vaccination qui fonctionnent 7 jours sur 7. On fait depuis le début 1000 vaccinations par jour, des professionnels de santé en général. On a déjà 80% des professionnels du CHU de Bordeaux qui sont vaccinés au moins une première injection. Puis on a vacciné les autres professionnels et évidemment les personnes les plus fragiles, les personnes cibles, les EHPAD, etc. Donc là aussi, ça a été une période très intéressante où on a avancé très vite, parce que je sais, on entend beaucoup de critiques, etc. Mais en fait, on s'est très bien organisé en fonction de l'arrivée des vaccins qui, encore une fois, sont arrivés beaucoup plus tôt que prévu, 5 mois, 6 mois avant ce qu'on avait prévu, puisqu'il y a un an, on ne pensait pas avoir de vaccin avant l'été 2021, et ce qui est une très bonne chose. Et si je prends le cas de nos EHPAD au CHU de Bordeaux, on a 100% des résidents qui sont aujourd'hui vaccinés, et on voit que c'est avec la vaccination évidemment qu'on va en sortir, mais aussi le maintien des gestes barrières. Alors l'histoire, elle n'est jamais terminée, parce que moi, des conférences, des webinaires, des interviews dans la presse, j'en ai fait plein. On a pensé plein de fois que l'été dernier, on a pensé que tout s'arrêtait ou quasiment. Et puis finalement c'est reparti, on a pensé que tout irait mieux en fin d'année, et puis c'est reparti, et là aujourd'hui on est sur un plateau élevé, on voit que ça s'apaise. Nous au CHU de Bordeaux, la situation est très maîtrisée, et on voit que les indicateurs sont plutôt bons, et que les choses s'apaisent. On voit que l'effet de la vaccination fonctionne, que les personnes vaccinées sont beaucoup moins touchées, et quand elles le sont, elles n'ont pas les formes graves qu'on peut connaître par ailleurs. Mais moi, avec les variants et avec l'arrivée du variant indien, on voit les dégâts en Inde actuellement. On se dit qu'on n'en est pas là. Alors, j'espère
on est en phase 5 aujourd'hui, on ne sait pas, sur une phase 6, 7, 8, j'en sais rien. En tout cas, on n'est pas au bout, du sujet et il faut être encore extrêmement vigilant, extrêmement adaptable. Moi, je dois dire que le CHU, comme tous les hôpitaux publics, eh bien, ils ont fait œuvre d'adaptabilité, de réactivité, d'efficacité, de solidarité, je vous le disais, entre les régions et entre les établissements. Et puis, une grande générosité de tout le monde, notamment les 6 premiers mois, de la population en général, mais aussi de nombreux mécènes. Tout le monde a voulu nous soutenir les hôpitaux, beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens qui voulaient nous aider, beaucoup d'argent aussi qui est arrivé. Depuis, on a appris de la crise, mais on apprend aussi en marchant parce que la crise n'est pas terminée et que justement, il faut que les hôpitaux s'adaptent en permanence. Alors, il faut remercier tout particulièrement, évidemment, l'ensemble des professionnels, les soignants, évidemment, les équipes médicales, paramédicales, mais aussi tous les autres, les services logistiques, les services administratifs, les services médico-techniques, qui font beaucoup de choses. Ça ne se voit pas toujours en première ligne, mais pourtant, ils sont extrêmement présents. Et puis, je voudrais tirer un chapeau tout particulier aux étudiants en santé dont j'ai parlé tout à l'heure et j'y tiens parce que vraiment, ils ont été extrêmement aidants. Et puis des professionnels retraités. Aujourd'hui, nos centres de vaccination, ils fonctionnent en grande partie avec des infirmières retraitées, avec des médecins retraités qui viennent et qui donnent de leur temps. Ils sont payés, bien sûr, mais ça fonctionne extrêmement bien. On n'a que des retours positifs sur le sujet. Voilà un peu pour les grandes phases. Et voilà, donc un grand coup de chapeau à l'ensemble des soignants et des hospitaliers. Merci beaucoup Yann Bubien pour cette réponse détaillée sur les 5 étapes et les grands apprentissages. C'était le bilan. Je vous propose de nous projeter dans cette deuxième partie. Quels sont pour vous les grands enjeux à venir, déjà sur l'année 2021, voire un petit peu plus. Et puis à l'issue de votre question, on prendra des questions des différents auditeurs. Je vous rappelle, vous pouvez poser vos questions en utilisant l'icône Q&R. Alors, les enjeux à venir, Yann Bubien. Les enjeux à venir. D'abord, ce qui, je vous l'ai dit en conclusion de mon intervention, ce qui compte aujourd'hui, c'est une grande vigilance et ne pas baisser la garde parce qu'on voit que c'est une épidémie dont on ne connaît pas encore tous les effets et qui a rebondissement en permanence. Et donc, c'est une vigilance de chaque instant pour les hospitaliers, mais également pour les citoyens. Et je pense que c'est vraiment le premier apprentissage de cette crise. On n'en est pas sorti et il faut y faire très attention, même si on a des vaccins, même si on connaît les gestes barrières, même si on connaît mieux l'épidémie. Mais aujourd'hui, on s'est dépisté, on s'est soigné, y compris dans le cadre de ce virus émergent. On a vu que tout le monde réagissait, mais on a quand même beaucoup de sujets de préoccupation. Je vous l'ai dit, l'évolution des variants, les enjeux liés à la vaccination. On verra s'il faut refaire des vaccins très souvent ou pas. Pour l'instant, on ne le sait pas encore, mais ce sont des parties émergées de l'iceberg parce que un des enjeux, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est l'impact sur la santé globale des citoyens. Et je pense notamment aux problèmes psychologiques, psychiatriques, de santé mentale ou de bien-être quotidien de beaucoup de nos patients. On a vu exploser le nombre d'arrivées d'enfants préadolescents ou adolescents ou jeunes adultes aux urgences en psychiatrie, en pédopsychiatrie. On a eu vraiment une explosion des demandes, une explosion des difficultés. Et on voit que, alors là, je parle de cette population parce que là, c'est vraiment extrêmement visible, d'où la nécessité d'avoir des écoles ouvertes ou des cours ouverts. On voit qu'il y a vraiment un vrai besoin pour cette population. Il faut y faire très attention et ça aura sûrement des conséquences à long terme. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui vivent très mal cette situation, ont vécu très mal le stress
de l'épidémie, le fait de faire du télétravail en permanence ou bien du confinement qui a pu être très dur pour certaines personnes. Donc voilà, aujourd'hui, il faut qu'on s'adapte. Nos enjeux, c'est de s'adapter en permanence, de trouver des structures hospitalières qui sont modulables, qui sont adaptables. Et dans les constructions, moi je lance des grands projets pour le nouveau CHU de Bordeaux. Eh bien évidemment, il faut en tenir compte. On a été obligé, par exemple, si je donne un exemple tout simple, des chambres doubles, il a fallu qu'elles deviennent des chambres seules, puisqu'il fallait évidemment éviter une exposition de tout patient à quelqu'un qui pourrait avoir le Covid et de contaminer quelqu'un, l'adaptabilité des services de réanimation, de maladies infectieuses, de gériatrie, mais l'ensemble de nos services avec des filières dédiées, par exemple aux urgences. On voit qu'on a besoin d'outils, de bâtiments qui sont adaptables et qui peuvent s'adapter à des virus émergents comme on connaît là, parce qu'il y en aura peut-être d'autres et sans doute d'autres qui seront encore différents. Et encore une fois, la crise n'est pas terminée. Donc, il faudra forcément avoir des espaces qui sont adaptés à une activité, à une prise en charge brutale, dont on aura besoin brutalement d'ouvrir des lits supplémentaires. Il va falloir vraiment qu'on travaille sur tous ces aspects-là avec la communauté médicale, sur le projet médical et le projet médico-soignant avec l'ensemble des soignants. Et vous voyez, si je prends uniquement l'affaire du capacitaire et du nombre de lits à l'hôpital, on voit vraiment la nécessité d'avoir des structures qui sont adaptables pour pouvoir réaugmenter le nombre de lits. Et puis la formation, ça nous a quand même vraiment impacté. On a été obligé, il a fallu former beaucoup de monde très vite, en très peu de temps, d'où la nécessité aussi d'une formation comme ce type d'exercice avec des webinaires ou des formations en ligne. On a vu qu'on avait besoin de formations rapides, par exemple pour former un infirmier ou une infirmière à la réanimation, pour pouvoir aller travailler dans un service de réanimation. Eh bien, ça prend quelques jours, quelques semaines. Et donc, on voit que tous les outils de simulation, les outils de formation en ligne montrent leur nécessité aujourd'hui. Et on voit qu'on peut adapter aussi nos formes de travail, notre manière de travailler pour pouvoir s'adapter à des crises comme celle-là. J'ai répondu à votre question? Oui, parfaitement. Parfaitement. Ce que je vous propose, Yann Bubien, c'est de prendre maintenant des questions, parce qu'il y a pas mal de questions. Alors, vous parliez de formation. Je profite quand même de ce moment avec vous pour annoncer le partenariat qui est en train de se nouer entre InVivox et le CHU de Bordeaux, et notamment le CFPPS, qui est dirigé par Cécile Gouspy, pour faciliter et donner de la visibilité aux différents colloques qui sont proposés par le CFPPS. Et on est très content en tant qu'acteur bordelais d'être aujourd'hui en partenariat avec le CHU. Le CHU où il se passe énormément de choses, puisque vous le savez sûrement, mais il y a 3 semaines de ça, le ministre de la Santé, Olivier Véran, est venu lancer les grands travaux qui vont sûrement vous occuper pendant quelques années. Oui, exactement. Oui, vous avez bien fait de signaler, on a un excellent centre de formation au CHU de Bordeaux, le CFPPS, des professionnels de santé. Ça marche extrêmement bien et c'est à la fois pour la formation continue et également pour une formation extérieure, et on forme beaucoup de monde au CHU de Bordeaux. Ça fonctionne très très bien et on a vu qu'il a fallu s'adapter à la crise comme tout le monde d'ailleurs. Alors, ça me permet peut-être de rebondir sur une première question d'un des participants de ce webinaire. La question est la suivante. Considérez-vous que vous aviez été suffisamment formé pour faire face à cette situation lors de votre passage à l'école des élèves directeurs d'hôpitaux? Quand j'étais à l'école des hautes études en santé publique, où on forme les directeurs d'hôpital, on a eu quelques formations sur la gestion de crise, effectivement. Mais bon, le HESP, ça remonte à 20 ans pour moi exactement. Voilà, donc ça ne suffit pas. On voit effectivement, c'est une très très bonne question, je trouve. Je pense que c'est des formations qu'il va falloir refaire tout au long de la vie pour l'ensemble des personnels, non seulement
Moi, je tiens beaucoup à ce que j'aimerais bien que tout le monde soit formé aux gestes de premier secours comme on fait dans certains pays, mais aussi à la gestion de crise. Voilà. Donc moi, je ne sais pas si j'ai été bien formé à l'époque, mais 20 ans plus tard, c'est parfois un peu loin. Mais quand même, à l'hôpital, des crises, on en connaît beaucoup. Alors peut-être pas de cette ampleur, mais on en connaît beaucoup. Moi, j'en ai connu beaucoup tout au cours de ma carrière, et donc j'ai déjà eu à en gérer de nombreuses. Mais c'est vrai que ça s'apprend. C'est vrai qu'on a appris aussi avec le temps, mais il y a des réflexes à avoir que je connaissais pour ma part parce que je faisais et j'ai donné aussi des formations en gestion de crise, donc je connaissais bien le sujet. Voilà. Mais c'est une formation qu'il faudrait refaire régulièrement. Et puis les choses changent. Vous voyez, quand j'ai été formé, vous parlez de l'EHESP, c'était il y a 20 ans. Évidemment, maintenant, tout a changé avec les applications, avec les visioconférences, etc. On s'est quand même bien amélioré sur les outils informatiques, ce qui nous a été extrêmement utile pendant cette période. Merci de votre réponse, Yann Bubien. Je prends une question de Christophe à propos du millefeuille administratif. Alors, je vous lis la question. Le millefeuille administratif, national et régional, la multiplication des comités et instances ont été dénoncés comme freinant les prises de décision et rendant parfois les consignes contradictoires. Est-ce que vous en avez souffert également à Bordeaux? Est-ce que c'est, selon vous, un sujet de réforme post-Covid? Alors moi, je ne l'ai pas du tout vu, j'ai plutôt vu l'inverse, c'est-à-dire que je n'ai jamais vu autant de réactivité aussi vite. On a été capable de faire des choses en 2 jours ou 3 jours, en 1 semaine, qu'on n'aurait pas été capable de faire en 6 mois ou un an. On a réussi à monter des unités alors que c'est extrêmement réglementé. Par exemple, je vous parlais des unités de réanimation. Ça a été extrêmement rapide. Jamais je n'ai vu autant de rapidité de la part du ministère de la Santé qui a sorti des textes extrêmement rapidement pour répondre à la demande des uns et des autres. Et puis, au sein de l'hôpital, avec toutes les équipes médico-soignantes, on s'est vraiment organisé relativement facilement, enfin avec beaucoup de difficultés, mais les difficultés n'ont jamais été ni administratives ni financières, il faut aussi le dire, puisque vous savez que les hôpitaux sont financés par l'assurance maladie. Et l'assurance maladie, vraiment, nous a accompagnés depuis le début de la crise sans aucune difficulté. Nous n'avons jamais eu de rupture de trésorerie, par exemple, ou de difficultés de ce type-là, et aucun établissement n'en a eu. Donc, moi, je trouve qu'au contraire, on n'a jamais fait autant preuve de réactivité. Merci. J'aimerais bien que ça dure. Je pense que tout le monde aimerait bien que ça dure. Alors, Yann Bubien, la réactivité, pas la crise. Exactement. Peut-être une autre question à propos des interventions déprogrammées dont vous avez parlé. Comment faire pour rattraper ces interventions déprogrammées en termes de planning opératoire, mais aussi en termes de besoin de repos chez les personnels? Ouais. C'est toute la difficulté. C'est extrêmement difficile à faire. Avec toutes les équipes médicales et notamment cellules de crise, on regarde tous les jours les déprogrammations, les reprogrammations, et on essaye de faire avec tact et mesure et avec le plus d'efficacité possible. Mais oui, la question est extrêmement compliquée et ça pose des problèmes. On a réussi à rattraper beaucoup. Peut-être pas tout, mais on a réussi à rattraper beaucoup. Le problème, c'est d'avoir sans arrêt des déprogrammations, reprogrammations, déprogrammations. Vous voyez, ça perturbe beaucoup, mais on a réussi à rattraper notamment pendant les périodes de déconfinement. Alors maintenant, on ne déprogramme pas comme on avait déprogrammé en première phase, ça c'est fini. Maintenant, on déprogramme vraiment avec tact et mesure et vraiment en fonction des besoins du CHU, d'ouverture de lits. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on déprogramme dans un service, par exemple, non seulement ça nous permet d'avoir des places supplémentaires en réanimation, premier point, et ça nous permet également que le personnel qui est dans ce service-là puisse aller aider dans un service qui, lui, est en suractivité. Voilà, donc ça a 2 aspects, mais effectivement, c'est compliqué. C'est un sujet qu'on travaille avec les équipes médicales et paramédicales, avec les cadres de santé qui font ce travail-là. Oui, ce n'est pas facile, mais il faut le faire parce qu'il faut éviter au maximum toutes les pertes de chance.
Merci de votre réponse. On a une autre question sur la téléconsultation dont vous avez parlé comme ayant participé justement à la régulation des patients. Est-ce que vous comptez intégrer les actes de téléconsultation, de télémédecine dans la pratique quotidienne des médecins hospitaliers? Ben moi, j'aimerais bien. En tout cas, on y travaille ardemment. Alors, vous savez que c'est un vieux sujet, hein, la télémédecine, maintenant le télésoin, parce qu'il n'y a pas que les médecins qui font du télésoin, il y a aussi les paramédicaux et c'est vraiment essentiel. Donc, sur la télémédecine, le télésoin, la téléconsultation, alors d'abord, on y travaille depuis des années. Des difficultés d'ordre d'outils techniques numériques, puis des difficultés financières sur le sujet. Maintenant, tout est en train de se résoudre progressivement. Et c'est vrai que la crise a été un accélérateur en la matière, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pouvaient être réticentes à le faire, qu'ils soient professionnels ou patients. Et tout le monde a vu que finalement, ça pouvait très très bien marcher quand c'était bien organisé, voire qu'on pouvait avoir un suivi bien meilleur de cette manière-là. Donc, ça s'est multiplié. On s'est amélioré et on a acheté beaucoup d'outils numériques. Nous, en ce moment, avec au CHU de Bordeaux et avec le groupement hospitalier de territoire Alliance de Gironde, avec l'ensemble des établissements, on vient justement d'acquérir une solution numérique avec un prestataire pour pouvoir travailler tous ensemble, tous les établissements publics du département de Gironde, pour travailler justement sur la télémédecine, le télésoin, la téléexpertise, la téléconsultation. Donc, on va avoir un outil, j'espère, le plus habile possible, de manière à ce que les médecins et paramédicaux puissent travailler au mieux avec les patients. Et moi, je pense que c'est extrêmement utile, que ça marche et que la crise nous a montré qu'on pouvait faire des choses très bien de cette manière-là. Éviter que des gens se déplacent jusqu'à Bordeaux quand ils habitent à 100, à 200, à 300 kilomètres. Parfois, ce n'est pas nécessaire et on peut le faire par téléconsultation. Merci Yann Bubien. On va prendre une ou deux questions afin de pouvoir vous libérer à 12h45 comme prévu. Alors, on a une question de Sonia qui revient sur la collaboration qui a été faite avec les acteurs privés. Et sa question est la suivante. Est-ce que vous avez maintenu justement un type de collaboration spécifique avec ces acteurs privés, comme par exemple, est-ce que vous avez mutualisé votre cellule d'urgence, de gestion des lits? Alors non, pas de cette manière-là, mais effectivement. D'abord, je vous dis, on s'est vu très tôt au début de la crise, dès le mois de février 2020, ce qui a tout changé. Ensuite, avec les réanimations médicales des cliniques privées il y a 2 cliniques privées qui ont une réanimation. Et donc, on a travaillé avec nos réanimateurs à nous, qui coordonnaient l'ensemble de l'activité, avec hôpitaux publics, cliniques privées et le CHU de Bordeaux, qui évidemment a le plus grand nombre de lits de réanimation. Donc, notre professeur Didier Gruson, qui est le chef du service de réanimation médicale, a évidemment coordonné l'ensemble de l'activité. Et c'est pareil pour le SAMU, qui a très bien fait les choses avec l'ensemble des établissements du département, également de la région. Donc, on n'a pas eu de cellules de crise dédiées. En revanche, on avait un travail quasi quotidien avec les établissements qui ont une réanimation. Et on a très, très bien travaillé ensemble. Et encore aujourd'hui, on travaille très bien ensemble. Ça a noué d'excellentes relations et on n'a pas eu de difficultés particulières. Merci Yann Bubien. Je vous propose une dernière question et en même temps, je lance le sondage sur votre intervention, puisque vous proposiez à tous les participants d'évaluer votre intervention. Il y a une question sur les outils qui sont utilisés pour suivre les indicateurs, notamment le taux de remplissage des services de réanimation. Est-ce qu'il y a un système d'information spécifique qui est utilisé au CHU de Bordeaux, ou est-ce que c'est un système national? Alors, nous, on a évidemment un système d'information qui est très performant en la matière. Et donc, c'est un système que nous avons avec un logiciel adapté qui nous permet de connaître de minute en minute le nombre de lits qui sont pris ou pas en réanimation, etc. Et je vous l'ai dit, on a deux outils importants. Premièrement, un entrepôt de données très efficace qui tous les matins nous fait un point
avec des médecins de santé publique qui nous expliquent l'évolution depuis janvier 2020. Donc, c'est des graphiques, vous voyez, qui vont depuis janvier 2020 qui nous permettent de voir les augmentations et diminutions d'activité en général sur le SAMU, sur les urgences, sur les réa, sur la gériatrie, sur les lits d'hospitalisation conventionnelle. Et puis, on a notre outil informatique qui nous permet d'avoir en permanence le nombre de lits en réel, en temps réel, au CHU de Bordeaux. Et ça a très, très bien marché. On n'a eu aucune difficulté avec notre outil informatique. Merci infiniment, Yann Bubien. Merci de votre intervention et de votre participation à l'Académie InVivox. Je vous rappelle, voilà, tous les jeudis midi chez InVivox, on invite des acteurs de la santé pour partager avec nous leur expérience, beaucoup d'informations sur le digital également, puisque le digital a permis beaucoup de choses pendant cette crise. Merci infiniment, Yann Bubien. Merci à vous. Voilà, vous avez le résultat du sondage. Votre intervention a été jugée très claire, très complète par une très grande majorité des participants du jour. Merci à tous les participants. Merci beaucoup. Voilà. Écoutez, à très bientôt sur l'Académie InVivox. Jeudi prochain à midi, je vous rappelle que nous recevrons Marion Patine pour nous parler de l'expérience InVivox en matière de gestion de webinaires, puisqu'on a pu en gérer au cours de cette dernière année plus de 1400 webinaires gérés en direct par des professionnels de santé, pour des professionnels de santé, par des industriels, pour leurs clients, pour garder le contact. Donc, jeudi midi, Marion nous donne toute son expérience, nous partagera son expérience et tous les do's and don'ts sur la gestion de webinaires. Merci infiniment. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Merci beaucoup, Yann Bubien. Merci, François Sadran, de la préparation de cette intervention. Et bonne journée à toutes et à tous. Merci, Julien. À bientôt. Bonne journée.